Bien, donc pour ce qui me concerne, je m'appelle Nicolas Crameyer, je suis le responsable du programme Liberté d'expression et défenseur des droits humains à Amnesty International France. Et donc j'ai la tâche de vous parler un petit peu, de prolonger finalement ce qui a déjà été pas mal abordé par Philippe, notamment tout à l'heure, c'est quel est l'impact en fait concret sur les sociétés civiles et surtout sur leur capacité à s'organiser, de la surveillance à l'ère numérique. Peut-être vous dire deux mots au préalable, je ne suis ni juriste ni informaticien, donc si je fais quelques erreurs de lexique, vous m'en voudrez pas trop. Mais finalement ça reflète une petite chose en introduction que je voudrais dire, c'est que Amnesty, pour ceux qui connaissent, on s'est fondé sur la défense de la liberté d'expression, d'opinion, etc. Et je pense que c'est pour ce combat qu'on est le plus connu. Mais finalement, on a mis beaucoup de temps, Amnesty, à se rendre compte à quel point l'ère numérique dans laquelle on était rentré, les capacités totalement nouvelles que cela donnait, notamment en termes de surveillance, de captation, d'analyse des données, avaient un rôle absolument fondamental et délétère dans la capacité des sociétés civiles à s'organiser. Je ne sais pas si vous avez comme exemple en tête, on a parlé des révolutions Facebook, des révolutions Twitter, et c'était un petit peu, notamment dans les pays en Tunisie, en Égypte, où on disait, écoutez, c'est absolument formidable ces capacités nouvelles à s'organiser via Internet, via les réseaux sociaux, via les communications mobiles. Mais au même moment, précisément au même moment, une répression féroce s'est abattue et une surveillance surtout féroce s'est abattue sur l'ensemble ou une très grande partie des utilisateurs dans ces mouvements revendicatifs. Donc voilà, peut-être je vais commencer par définir quelques termes et de quoi on va parler finalement, avant de vous dire en quoi finalement la surveillance à l'ère numérique, c'est un changement de paradigme pour les sociétés civiles aujourd'hui. Peut-être aussi reprendre très rapidement sur qui sont les espions, qui surveillent, qui aujourd'hui surveille les sociétés civiles. Où ça se passe? Quelles sociétés civiles aujourd'hui sont sous surveillance? Et enfin, les impacts concrets sur leur capacité à s'organiser. Et puis j'espère qu'on pourra donner quelques pistes de réflexion pour essayer d'inverser le rapport de force dans lequel aujourd'hui on se trouve. Donc très rapidement, quelques définitions. La surveillance, en soi, ce n'est pas un gros mot. La surveillance peut être rendue légale en droit international. Ce qu'il faut juste avoir peut-être comme principe de base, c'est que la surveillance est l'exception et que la règle, c'est le respect de la vie privée. Ça, c'est l'un des principes de base sur lesquels le droit international est aujourd'hui fondé. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait exception? C'est quand il y a un soupçon raisonnable d'un délit ou d'un crime qui va être commis. C'est aussi, il faut que cette surveillance, elle soit nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autres moyens d'aller chercher l'information sur le crime que cette éventuelle surveillance. Mais cette surveillance, elle doit être aussi proportionnelle, proportionnée. C'est-à-dire que si on cherche le fumeur de boulettes de shit, par exemple, éventuellement, on va essayer peut-être de rechercher les éléments strictement nécessaires à l'enquête et non pas aller fouiller l'ensemble de sa vie privée, l'ensemble de ses comptes personnels, de ses mails, de ses communications, etc. Et enfin, un principe fondamental, et on s'en éloigne chaque jour un peu plus, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est sous le contrôle d'une autorité indépendante, et notamment du juge. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, le champ de la surveillance, et Laurence en a beaucoup parlé, le champ de la surveillance échappe de plus en plus au contrôle du judiciaire. Un petit point, une fois qu'on a défini un petit peu ce qui peut encadrer et rendre acceptable en fait ces intrusions dans notre vie privée, voilà, qu'est-ce qu'on entend déjà par surveillance de masse? Je pense que tout le monde a entendu parler de ce terme qui a été popularisé et qui est venu dans le débat public suite aux révélations de Snowden. Mais ce que l'on entend par là, c'est la surveillance généralisée en vrac, si vous préférez,
données, de métadonnées, donc de données de contexte, l'interception, la collecte, le stockage, l'analyse de toutes ces données de communication qui ne vont pas se fonder sur la recherche d'une personne ou d'un groupe parce que cette personne serait soupçonnée de tel crime ou délit, mais c'est vraiment la théorie du filet dérivant. On prend absolument l'ensemble des données et on fera le tri plus tard quand cela sera utile. En droit international, même si tout le monde, ou en tout cas beaucoup, de plus en plus, la pratique, cette pratique est par définition illégale, puisqu'elle est exercée de manière indiscriminée et totalement contraire aux 4 principes que l'on a pu voir. Cette surveillance, elle se fait essentiellement, et ça vous le savez aussi je pense, via la captation directe sur les fibres, les fibres sous-marines par lesquelles transitent les différents trafics. Avant de rentrer dans le vif du sujet aussi, dire rapidement ce qu'est un défenseur des droits humains. Pour vous, ça veut dire quoi cette notion, défenseur des droits humains? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée comme ça? Bon, je vais le dire alors vu que c'est marqué. Merci. Non, ce qu'on entend rapidement, c'est toute personne qui promeut, qui défend, qui protège activement et dans une certaine durée les droits d'autres personnes que lui-même. Ça peut être un leader paysan en Amazonie, comme ça peut être un avocat, comme ça peut être un journaliste, peu importe, on s'en fiche finalement de la profession ou de la spécialité. C'est une personne qui les défend activement. Et concrètement, ces droits humains sont les droits dont on se sert tous les jours sans même le savoir. Et ce sont ces personnes qui sont le plus souvent des remparts indispensables pour défendre les libertés, mais aussi tout simplement pour qu'on puisse en bénéficier et qu'on puisse en vivre. Et par définition, ce sont donc très souvent ceux qui se retrouvent en première ligne face à des États autoritaires ou répressifs, mais pas simplement des États. Ça peut être des entreprises, ça peut être des groupes armés, etc. Et si on l'élargit, si on parle de la société civile, alors il y a 15 millions de définitions de la société civile, et ce n'est pas un terme que j'apprécie particulièrement, mais en gros, c'est l'ensemble de ces acteurs regroupés de manière plus ou moins formelle, mais en tout cas qui ont un caractère non gouvernemental, non lucratif, et qui ont des objectifs fondés sur des intérêts généraux ou collectifs. Pareillement, au-delà du droit de vote, du droit d'aller manifester, la vitalité de la société civile, c'est ce qui définit précisément l'état d'une démocratie, l'état d'un état de droit ou d'une démocratie libérale, comme le disait Laurence tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a défini un tout petit peu le cadre et ce dont on va parler pendant un quart d'heure encore, qu'est-ce que ça a changé finalement? Alors, je pense que la surveillance, c'est un rêve pour tout État. Et ensuite, il faut apprendre à l'État progressivement à se départir de ce désir, comme un enfant, de tout surveiller, parce qu'il a tout sous la main et qu'effectivement, ça lui semblera éventuellement plus simple, il y aura une meilleure capacité de contrôle. Et on a connu, bien entendu, des régimes de surveillance extrêmement aboutis et importants, comme éventuellement la RDA, donc l'Allemagne de l'Est par exemple, où certains films récents ont pu en traiter. Donc des systèmes de surveillance extrêmement aboutis, voire totalitaires, ont déjà été mis en place. Mais la surveillance à l'ère numérique, on voit très bien le changement de paradigme, c'est que la donnée est là. Il n'y a plus besoin de mettre une personne derrière un téléphone ou pour vous surveiller ou pour vous suivre dans la rue en permanence. Il y a juste à aller collecter l'ensemble de ces millions, milliards de données. Et ensuite, on fait le tri à l'aide de systèmes d'information, d'algorithmes, etc., etc. Donc le paradigme est totalement inversé, si vous préférez. Avant, la surveillance, elle était coûteuse. Il y avait peut-être des gens, des institutions, des États, des entreprises qui souhaitaient surveiller, ils le faisaient, mais c'est quand même très coûteux en termes humains. Aujourd'hui, ça reste coûteux, mais ça l'est de moins en moins. Et le changement de paradigme, c'est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, bien malin est celui qui peut échapper d'une manière ou d'une autre
à la surveillance étatique telle qu'aujourd'hui on la connaît, avec notamment à travers les révélations de Snowden, mais à travers tout ce qui s'est en suivi. Les puissances, les États qui mettent en place des systèmes de surveillance extrêmement élaborés, aujourd'hui, quasiment rien ne leur échappe. Et c'est cette espèce de données massives, mais sans aucun contrôle, encore une fois, parce que on parle bien ici de surveillance non pas contrôlée dans le cadre de données de santé, par exemple, comme vous l'aviez évoqué. On parle de systèmes de surveillance mis en place par les services de renseignement de différents pays. Et donc on voit bien que, quel que soit ce que l'on fait, notre identité est reconstituée par rapport à tout ça, et il suffira, à terme, d'aller piocher là-dedans. Alors, qui espionne? Beaucoup de gens. Concrètement, là, sont quelques exemples des big baddies de la surveillance de masse. Donc voilà, vous le savez, ce sont les 5 États connus sous l'alliance des Five Eyes. Donc c'est les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada qui ont mis en commun un certain nombre de ressources et de partage d'informations des données. Mais c'est plus récemment, on l'a appris maintenant de manière totalement fiable, c'est l'État français qui, depuis 2008, a aussi lancé un système de surveillance et de traitement de données de masse. Et finalement, cette surveillance de masse a été légalisée à travers les lois renseignement et la loi de surveillance internationale d'il y a quelques mois. Donc voilà, ça, ce sont ensuite bien sûr d'autres grandes puissances. La Chine, qui a un système de surveillance extrêmement important, ou la Russie. Alors, mon slide est complètement invisible, mais il souhaitait, alors si on avait éteint la lumière, qu'est-ce qu'on verrait? En gros, au-delà de la surveillance de masse, il y a ça, voilà, c'est ce qui est rentré, j'espère, dans le domaine du débat public. Mais il y a aussi ce que l'on va appeler une surveillance beaucoup plus ciblée, avec des firmes, des fabricants qui vont fabriquer des logiciels espions, généralement à double usage, des logiciels espions qui vont être de plus en plus intrusifs. Donc ça va être des logiciels espions où on ouvre c'est pas des informaticiens que je vais l'apprendre, mais où on ouvre une pièce jointe mal intentionnée, et puis un logiciel espion s'installe et va contrôler une grande partie de votre ordinateur, pouvoir aller fouiller dans vos bases de données, contrôler éventuellement le micro ou la caméra, contrôler vos niveaux de frappe, enfin votre frappe sur le clavier, et toute cette information qui va pouvoir être retraitée. Donc là, on parle plus de surveillance ciblée. Et c'est celle qui nous intéresse aussi beaucoup, parce que la surveillance de masse ne sert quand même un jour, in fine, dans le domaine qui nous occupe, qu'à faire ensuite de la surveillance ciblée. Tous ces fabricants, vous le voyez, sont, on va dire, dans la partie nord de l'hémisphère. Maintenant, qui achète ces logiciels? Là, c'est juste un exemple, plus du tout à jour, mais c'était la seule carte qui me semblait assez parlante. C'est un logiciel qui était une espèce de best-of, pas de best-of, mais en tout cas, bref, une espèce de logiciel espion extrêmement vendu par Hacking Team, donc qui est l'une de ces sociétés qui produit ce genre de matériel. Et là vous voyez que donc ça c'est des données de 2014, on en a de bien plus récentes désormais, et on voit que pour ce seul logiciel, il y a une trentaine de pays qui s'équipent. Mais il y a eu les Hacking Team Leaks, justement, il y a quelques mois, qui ont montré des choses extrêmement intéressantes. La première des choses, c'est que concrètement, ce genre de logiciel espion, aujourd'hui, on pensait, peut-être un peu naïvement, qu'il fallait beaucoup d'argent et de budget pour un État pour s'équiper de ce genre d'outils. Et en fait, avec ces fuites de documents internes de la firme Hacking Team, ce que l'on a pu voir, c'est qu'en fait, c'était
très peu cher. Un certain nombre de logiciels, main-d'œuvre, installation et formation comprises, c'était moins d'1 million d'euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, potentiellement, tout État, mais aussi de très nombreuses entreprises, sont en capacité de s'équiper de ce genre de logiciels espions. Ce qui fait dire à l'un des meilleurs spécialistes sur la question, en tout cas qu'Amnesty connaisse et avec qui on travaille beaucoup, Claudio Garnieri de Citizen Lab, qu'aujourd'hui, c'est un peu vain de se dire quels sont les États qui utilisent ce genre de logiciel espion. C'est plutôt, ce serait plus rapide de dire et de penser à ceux qui ne le font pas. Concrètement, peut-être vous l'avez vu, c'est sorti il y a une semaine sur Mediapart, 10 minutes. C'est sorti, mais c'est juste pour vous donner un exemple, pour vous montrer que c'est de plus en plus dans l'actualité, dans les choses de tous les jours. Ces 3 militantes kurdes qui ont été exécutées à bout portant il y a 2 ans de cela, en plein Paris. Je ne sais pas si ça parle à des gens. 3 militantes de la cause kurde. Et donc ces 3 militantes, l'instruction est en cours, le procès va bientôt s'ouvrir. Et l'instruction, qu'a-t-elle montré? Qu'en fait, les ordinateurs et communications de ces 3 militantes avaient été mises totalement sur écoute. Alors, il est très difficile de déceler qui est derrière cette intrusion. On peut vraisemblablement penser que ce seraient les services de renseignement turcs, mais on n'en a strictement aucune idée. Ça peut bien entendu être d'autres choses. Et ces personnes, jusqu'à la veille de leur assassinat, se retrouvaient sous surveillance, c'est-à-dire que le moindre mail qu'elles tapaient, il y avait une retranscription automatique via, je ne sais plus comment on appelle ça, mais l'espèce de captation de frappe sur ordinateur. On le voit, on le voit aussi, il y a de plus en plus d'exemples d'entreprises multinationales, beaucoup dans le secteur extractif notamment, qui utilisent ce genre de logiciel espion pour surveiller leurs opposants. On voit beaucoup de compagnies minières, de compagnies de produits extractifs, pétrolières, utiliser de plus en plus ça et fliquer littéralement les personnes, généralement les communautés alentours qui sont affectées par les conséquences de l'extraction, par exemple, être l'objet de cette surveillance. Alors là, il aurait pu être très beau, mais il y a un brouillage. C'est pas très grave. Il y a un autre problème dans tout ça, avant qu'on en vienne à l'impact sur les sociétés. On a vu que de plus en plus de programmes de surveillance de masse se développaient dans quelques grands États avec de grandes capacités. Mais on a vu aussi qu'au nom de la lutte contre le terrorisme ou d'autres domaines, que l'échange de données entre services de renseignement était aujourd'hui quelque chose qui, là, c'est un exemple parce que ça a été aussi fuité par les révélations de Snowden, mais il faut avoir en tête que ça, c'est vraiment la partie immergée. Voilà, c'est une carte du monde avec 41 pays. Alors, désolé, j'aurais vraiment bien aimé que vous puissiez le voir comme moi je le vois magnifiquement. Mais voilà, c'est 41 pays qui échangent à des titres ou à d'autres des données de renseignement par bloc ou au détail entre eux. Donc ça va des États-Unis avec, on va dire, la plupart des pays européens, mais avec l'Égypte, mais avec l'Arabie Saoudite, mais avec le Kenya, etc., etc. Concrètement, ici, il n'y a strictement aucun garde-fou, aucune transparence, aucune règle éthique, en tout cas connue de nous. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que ça va avoir des conséquences assez massives aussi sur les différentes sociétés civiles. On va le voir tout de suite. Quelques exemples de sociétés sous surveillance. Voilà. Parmi les révélations, voilà, ce qui a pu fuiter. Là, quand on parle de tout ça, on parle vraiment de 5% de ce qui a émergé dans le débat public, mais l'essentiel, bien entendu,
est sous le secret. Voilà, qui a été surveillé par les Five Eyes, donc c'est les États-Unis, l'Angleterre et les 3 autres pays. Voilà, concrètement, c'est l'UNICEF, c'est Médecins du Monde. C'est plus récemment, on l'a appris, Amnesty, on y reviendra un petit peu. C'est des journalistes qui ont été placés sur des listes de terroristes à surveiller parce que ce sont des journalistes d'investigation qui, effectivement, faisaient leur travail d'enquête et donc communiquaient avec différentes sources. Ça, c'est voilà, quelques exemples de surveillance par la NSA notamment. Là, ce sont dans d'autres cas, dans d'autres pays, pour vous montrer aussi un petit peu que c'est vraiment une tendance mondiale et qu'il n'y a pas de pays qui s'en abstient. Ahmed Mansour, qui est un éminent avocat et défenseur des droits humains aux Émirats arabes unis, et qui a donc, lui, été victime pareillement d'espionnage, et qui, suite à cet espionnage, voyait que ses mouvements étaient surveillés. Il a été tabassé plusieurs fois. Lui et sa famille ont été menacés de mort, etc. Un autre exemple qui me semble aussi assez intéressant, c'est pour ceux qui connaissent aussi l'Electronic Frontier Foundation, donc qui est ce groupe de, enfin, vous le définiriez mieux, mais en gros qui sont un peu des pionniers dans les libertés et le numérique, qui ont travaillé donc avec des militants vietnamiens, le Vietnam étant l'un des pays extrêmement fermés sur Internet, et donc voilà, ils ont commencé à développer et à travailler sur de la protection de ces militants vietnamiens. Il y avait notamment des universitaires, des blogueurs, il y avait un journaliste, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte, alors que ce sont vraiment des gens extrêmement spécialisés là-dedans, qu'ils avaient été l'objet d'un piratage sur plusieurs années, ce qui fait que tout le programme de protection avait été mis sous surveillance. Je vais vite. Alors l'impact concret de la surveillance, c'est quoi ? Là, je pense que cette phrase, elle parle un tout petit peu d'elle-même. Saïd Al-Shehabi, c'est un activiste bahreïni qui a été donc surveillé par FinSpy, qui est un autre logiciel espion de gamin international. Et donc c'est un militant qui a été surveillé au Bahreïn pendant très longtemps, mais qui vivait en Angleterre et qui s'est aperçu par pas mal d'informations qui ont circulé, qui ont été extrêmement préjudiciables à sa famille, qu'en fait, en Angleterre, il avait été suivi de la même manière. Et c'est vraiment la peur, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'information qu'on va collecter sur toi, et c'est le sentiment de vulnérabilité, mais que chacun ressent face à une intrusion dans sa vie privée. C'est d'autant plus grave quand on est une personne déjà à risque. Si je dois résumer, c'est la démoralisation, c'est la méfiance. Comment est-ce qu'on peut communiquer en étant sûr des informations confidentielles, en étant sûr qu'on ne va pas être éventuellement arrêté ou l'objet d'autres choses. C'est donc, malheureusement, et on le voit de plus en plus, l'autocensure qui se développe de plus en plus, voire c'est l'arrêt de toute activité de militantisme, quel qu'il soit. C'est enfin la désorganisation. Quand on ne sait pas comment communiquer, on essaie de prendre des protections, mais c'est un petit peu plus dur de communiquer entre deux pays quand on n'a pas Internet. C'est des campagnes de diffamation, c'est des arrestations et des condamnations arbitraires, c'est des tortures et des exécutions. Et peut-être, si on devait faire une distinction entre pays, on va dire, démocratie libérale, comme la France, c'est qu'on pourrait peut-être s'arrêter au 4e, à la désorganisation. Et qu'ensuite, les conséquences sont effectivement beaucoup plus sévères quand on est dans un pays répressif qui, sur la base des informations, va éventuellement arrêter, torturer, voire exécuter. Je vous donne juste un exemple. Et c'est pas pour parler d'Amnesty International, c'est juste parce que je le connais un peu mieux et que je pense que ça résume pas mal de choses. Donc la petite boule jaune là, c'est Amnesty. Les petites boules bleues, c'est DDH, c'est Défenseurs des droits humains. On va dire que ce sont des défenseurs des droits humains en Arabie Saoudite.
On a été informé, suite à une plainte, par un juge britannique, que Amnesty International avait été l'objet d'une surveillance illégale par les services de renseignement britanniques. On l'a su uniquement parce que les services secrets britanniques n'avaient pas respecté leur propre règlement interne, bien entendu secret. Donc on ne l'a su que par inadvertance quasiment. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a aucune idée sur le type d'informations collectées, sur ce qu'ils en ont fait. Mais voilà une conséquence directe. Les services britanniques, on sait qu'ils surveillent Amnesty. On sait qu'Amnesty est en communication permanente. Là, je prends l'Arabie Saoudite parce que c'est un pays en ce moment sur lequel on a pas mal d'informations assez critiques. On peut légitimement envisager, Amnesty et les défenseurs saoudiens, que si on a été placé sous surveillance, que certaines communications confidentielles entre un défenseur saoudien et Amnesty ont été captées. On n'a aucune idée, puisqu'il n'y a absolument aucune transparence, sur qu'est-ce que les services britanniques éventuellement transmettent à leurs homologues saoudiens, puisque leurs homologues saoudiens sont des alliés importants dans la lutte contre le terrorisme et que la loi antiterroriste saoudienne vise principalement à mettre derrière les barreaux des défenseurs des droits humains. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Les conséquences pour Amnesty, c'est la difficulté ou l'arrêt de la communication avec ces personnes tant qu'on n'a pas trouvé de moyens sûrs de pouvoir communiquer de manière confidentielle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans un pays qui est fermé aux organisations internationales de droits humains, si on n'a plus de sources qui sont prêtes à nous parler, on ne peut plus sortir ces informations, on ne peut plus enquêter, on ne peut plus dénoncer et on ne peut plus protéger les défenseurs des droits humains. Pour les défenseurs saoudiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de se dire qu'en fait, il ne faut surtout pas éventuellement communiquer avec ce genre d'organisation comme Amnesty. Donc c'est clairement une peur pour sa sécurité. Ah ouais, il y a cette information qui a filtré, est-ce qu'elle va me revenir? C'est donc aussi une baisse de la protection. Ils ne peuvent plus compter sur les organisations internationales. Et concrètement, ça peut mener à des arrestations et des condamnations. Et le monsieur que vous voyez en haut à droite, je voudrais en dire juste un mot, c'est Walid Abou Al-Khair, qui est donc vraiment l'une des principales figures de la défense des droits humains, un militant voilà, de très très grande valeur et qui est l'une des principales sources de toutes les grandes organisations de défense des droits bien, de l'ONU, etc. Et donc il a été condamné en prison en vertu de cette loi antiterroriste, 15 ans de prison, bien sûr après des tortures, 15 ans d'assignation à résident, 15 ans d'interdiction de sortie de territoire. Et l'un des chefs d'inculpation, c'était pour communication avec des organisations étrangères hostiles au gouvernement saoudien. Parmi elles, Amnesty et d'autres. Mais voilà. Ça, c'est ce que je vous marque là-dessus. Tout ceci n'est bien sûr peut-être que fiction. Tout ça, on n'en sait rien, on n'a aucune preuve pour corroborer ce schéma, mais le fait même que le doute s'instaure à l'ensemble des étages montre, je pense, les différents types d'impact et de conséquences sur les différentes sociétés civiles. Bon, et en un dernier mot, je vais passer sur les pistes, on pourra en discuter si vous le souhaitez, mais concrètement, je pense que s'il y a une chose fondamentale, on peut faire plein de choses, organisation de la société civile, la chose la plus fondamentale pour qu'on puisse changer ce paradigme, qui est de refaire de la vie privée une règle et des intrusions à la vie privée une exception, c'est concrètement vous. C'est nous, c'est vous, c'est qu'on reprenne en main quelque chose qu'on a complètement abandonné parce qu'on a été, je pense, un peu dépassé par le rythme des avancées technologiques et du discours ultra sécuritaire, lutte contre le terrorisme, etc., justifiant ces intrusions de plus en plus progressives dans notre vie privée et dans nos libertés. Voilà, merci beaucoup.
Alors, par malchance, un des intervenants venait en voiture et il est pris complètement dans les bouchons. Il n'arrivera pas à temps. Donc, du coup, on gagne un tout petit peu de temps, ce qui permet de rattraper le petit retard qu'on a pris et de prendre 5 bonnes minutes pour des questions pour ne pas non plus finir trop tard, du coup. Bonsoir. Je suis assez étonné que ça ait été que effleuré, mais je vais demander s'il est possible pour une entreprise de mettre à disposition de ses utilisateurs une solution logicielle. Je pense par exemple à Tails, qui est un système d'exploitation qu'utilise Snowden, une solution logicielle pseudo-anonyme, je dirais, parce que bon, d'un point de vue technique, ou une solution de distribuer. Alors, je dis que ça a été que effleuré, ça concerne pas la santé, bien sûr, et c'est un peu plus terre à terre que aller dans un avion ou aller militer. Mais quand c'est donc par l'internet que les données transitent, ma question donc fait sens à ce niveau-là. Je voulais simplement donc savoir s'il était possible pour une entreprise de mettre à disposition de ses utilisateurs peut-être même une plateforme très fermée et qui fait en sorte que les données n'appartiennent que aux utilisateurs. La question n'est peut-être pas assez complète. Je ne sais pas si la question est satisfaisante. Si tu veux répondre, Nicolas, enfin oui, c'est tout à fait possible. Et légal, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Pardon. Oui, non, mais tout à fait. En fait, c'est l'une des pistes que je voulais évoquer concrètement. L'une des choses que l'on doit demander, et on voit un certain nombre d'efforts, notamment de grandes entreprises, les GAFA, je crois, parce qu'ils savent bien que c'est aussi un marché qu'il faut gagner, que la question de l'intimité, de la vie privée est une question de plus en plus centrale. C'est de demander des systèmes effectivement de chiffrement, de protection par défaut. Sur un certain nombre de systèmes d'exploitation. Et ça, c'est l'une, à mon avis, des pistes. Là, en ce sens, les gros géants de l'Internet mondial peuvent être des alliés dans ce sens. Bon, c'est très limite. Je suis désolé d'avoir une seconde question. Alors, je ne sais pas qui ça concernerait exactement. Est-ce que j'ai le droit de mettre à disposition des autres mes données personnelles? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de faire séquencer mon génome et de le distribuer dans la nature? Est-ce que j'ai le droit de donner mon avis sur... Oui, enfin, c'est pas une question de droit, c'est... mes données de santé, même si j'ai envie... Ça, c'est la responsabilité des individus, la responsabilité individuelle des individus, si vous voulez. C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'il y a toute une réglementation pour justement attirer l'attention des personnes sur la sensibilité des données que vous citez. Donc voilà, si vous êtes suffisamment inconscient des risques pour faire ce que vous venez de dire, ben, on ne peut pas vous en empêcher non plus. Mais Et j'ai une toute dernière question qui est, je pense, très rapide. Est-ce qu'il y a le... Je ne sais pas si je pourrais appeler ça l'étiquetage des curieux. C'est en fait le fichage, je ne sais pas si ça concerne le fichage des gens qui vont passer 99% de leur temps sur des vidéos qui, je ne sais pas, YouTube, des vidéos tout à fait banales, et 1% de leur temps, par pure curiosité, à aller consulter des forums de Daesh, à regarder comment on fait pour acheter des armes. Bah oui, vous êtes surveillés. Les services de police aujourd'hui ont des services spécialisés uniquement sur la surveillance des sites sur Internet. Et si vous vous connectez sur certaines adresses, sur certaines URL, vous êtes surveillé. Et on sait que l'adresse IP de votre ordinateur, en tout cas, je vous rappelle que l'adresse IP est considérée comme une donnée à caractère personnel par la réglementation sur la protection des données personnelles. On sait qui a consulté quoi à partir de cette adresse IP. Et quand vous allez surfer sur des sites qui sont une atteinte à l'ordre public. Et je sais pas si vous voulez compléter. Sur le point d'avant, il y a des gens qui essaient de réfléchir à la question des données à partir du modèle
des parties du corps humain, parce que le droit des parties du corps humain, il est assez particulier, parce que à la fois il affirme l'intégrité et la non-possibilité de marchandisation du corps humain, mais en même temps il affirme qu'il y a des usages de certaines parties du corps humain qui sont d'intérêt collectif, hein, et que du coup disons des chercheurs comme Judith Rochefeld et d'une certaine façon moi, on essaye de voir si on pourrait tirer de ça des choses qui affirment à la fois qui concilie à la fois mon corps est à moi des mouvements féministes et en même temps une approche qui ne soit pas une approche propriétariste de certaines parties. Sur la question, l'autre question que vous avez posée, elle était au cœur des débats sur la loi renseignement. En particulier, disons, moi, les périodes, j'étais membre de la commission parlementaire sur le numérique à l'Assemblée nationale. Et il se trouve qu'une autre membre de la commission avait son père syrien et consultait en permanence pour se tenir au courant les différents sites qui étaient en Syrie, et qu'il était absolument clair qu'elle allait entrer dans le circuit de la suspicion. Je m'arrête. Oui, bonjour. Je ne sais pas si le micro est allumé. Vous m'entendez ou pas? C'est bon. Vu que les deux derniers intervenants ont eu un discours très sensibilisateur, ma question est la suivante. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Pour reprendre les propos de Pierre Carl, que vous devez peut-être connaître, du coup, comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Comment donner envie à toutes ces personnes de se mobiliser, alors qu'en fait, désolé pour ma vulgarité, mais tout le monde s'en fout dans sa vie quotidienne. Là, si vous me permettez, je contesterai le diagnostic. C'est pour ça qu'on peut, si on prend simplement un discours de protection, hein, sortez couvert, disons, hein, qui a été pendant très longtemps le discours de beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme qui disaient, bon, visiblement il y a des risques, donc il faut qu'on éduque les gens à faire attention, hein. Et en même temps, on ignorait complètement ce dont j'ai essayé de parler à propos de la première phase du développement du web, que le web, c'est un espace d'affirmation, de construction de l'identité, hein. Et donc, c'est pas parce que les gens, c'est pas seulement, en tout cas, parce qu'ils sont inconscients des dangers ou qu'ils s'en foutent, parce que c'est des dangers qui sont plus tard, c'est aussi parce qu'ils tirent de réels bénéfices personnels et sociaux de la participation aux échanges sur le web. Et donc, le problème, du coup, il est... c'est pas seulement, c'est à la fois comment faire boire l'âne qui n'a pas soif, et en même temps comment lui donner à manger, parce que d'une autre façon, parce que il faut bien qu'il mange, hein. Je sais pas si c'est clair par rapport à votre métaphore, mais et c'est aujourd'hui, c'est une des difficultés principales, parce que par exemple au sein de la CNIL actuelle, on peut dire que la présidente, Madame Falk-Perrotin, elle est quand même plutôt dans une logique simplement de protection contre les risques et pas de transformation pour qu'on puisse continuer à avoir les bénéfices, mais sans courir des risques indus.